et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. L'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, c'est une structure adossée aux hôpitaux ainsi qu'aux universités de Dijon et de Besançon. Et sa vocation, c'est vraiment de sensibiliser les professionnels de santé ainsi que le grand public à l'éthique dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la polymédication du sujet âgé, principalement du sujet âgé. Et avec ce titre qu'on a voulu de ce webinaire, peut-on en finir avec la polymédication? On va essayer de l'expliciter. Alors, la polymédication, c'est-à-dire prendre plusieurs médicaments en même temps, peut être risquée. En effet, la polymédication que l'on rencontre notamment chez la personne âgée peut être délétère en termes de qualité de vie, de morbidité et de mortalité. Toutefois, décider d'interrompre ou de maintenir un traitement peut confronter les médecins à des choix difficiles sur les plans cliniques et éthiques. La polymédication des personnes âgées interroge sur les comportements des prescripteurs, des patients et sur l'organisation du système de santé. Elle interroge plus particulièrement la rationalité de la prescription et de la consommation. Comment comprendre que ce phénomène persiste malgré les données permettant d'établir ses conséquences néfastes et malgré les outils diffusés pour améliorer les pratiques que nous reverrons. Et donc, pour essayer de répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce webinaire Julie Berthoud, qui est praticien hospitalier, pharmacienne au CHU de Besançon, Hélène Trimaille, qui est sociologue et au Centre d'investigation clinique de Besançon, Ima De Sfer, qui est gériatre et directeur médical et innovation en santé, référent éthique chez Vive 3, Bourgogne, et membre de notre conseil d'orientation. Et puis, pour animer ce webinaire, nous avons Séverine Koberlé, qui est gériatre et membre de notre conseil d'orientation. Alors, ce webinaire se veut interactif et donc vous pourrez poser toutes vos questions via l'onglet QR présent en bas à gauche de votre écran. Et pour commencer, je vais peut-être passer la parole à Ima De Sfer sur, finalement, qu'est-ce que la polymédication et quelles sont les conséquences de cette polymédication. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu? Oui, bonjour à tous. Donc, pour définir la polymédication, tout d'abord, ce qui a été déjà dit d'ailleurs, c'est défini comme administration de nombreux médicaments de façon simultanée ou l'administration de nombre excessif de médicaments de façon continue et prolongée, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Habituellement, on considère une polymédication à partir de 5 médicaments et plus. Alors, la polymédication, bien évidemment, peut être appropriée, ça veut dire justifiée quand il y a des situations complexes qui s'offrent à nous, notamment chez la personne âgée, qui est polypathologique par définition. La personne âgée peut présenter plusieurs pathologies comme le diabète, l'insuffisance cardiaque, la coronaropathie, l'hypertension artérielle, etc. Mais cette polymédication peut être problématique si elle est inappropriée ou si de nombreux médicaments n'ont pas été évalués ou réévalués avec un bénéfice-risque qui n'est pas approprié. Et notamment, je reviendrai tout à l'heure, notamment l'usage ou le mésusage de psychotropes et certains médicaments comme les antiacides, etc. Alors, quelques chiffres pour vous donner un petit peu une idée des effets importants de la polymédication. Alors, selon plusieurs données, la polymédication est responsable de 130 000 hospitalisations par an en France, donc surtout chez la personne âgée, mais pas que, et avec 10 000 décès liés directement à cette polymédication. Et chez la personne âgée de 80 et plus, il y a environ 20% des effets de polymédication qui conduisent à une hospitalisation donc chez la personne âgée.
Alors, pourquoi la personne âgée? Encore une fois, bien évidemment, on a dit que ce sont des personnes polypathologiques, mais également, il y a une baisse du métabolisme et de la dégradation des médicaments au niveau du foie, hein, notamment par le cytochrome P450, la baisse de la clairance rénale également, la diminution en concentration en eau de l'organisme, ce qui fait augmenter le temps de présence, ce qu'on appelle la demi-vie d'un médicament dans l'organisme. Et puis, la présence, enfin, les interactions médicamenteuses liées à plusieurs médicaments qui vont avoir des effets néfastes. Alors, également, les conséquences maintenant de la médication, de la polymédication. Euh, Première conséquence, notamment chez enfin, ce qu'on appelle l'iatrogénie, ça veut dire les effets secondaires liés aux médicaments. Donc, on considère que 10 à 20% de la polymédication conduisent à une hospitalisation liée à des événements graves ou importants, notamment des accidents cutanés, des accidents neuropsychiques comme les syndromes extrapyramidaux et la confusion, des thrombopénies anormales, des troubles de la coagulation, des troubles cardiovasculaires également, en particulier l'hypotension orthostatique, responsable de beaucoup de chutes, malheureusement, et des problèmes de rythme cardiaque, et pour finir, des troubles électrolytiques. Alors, concernant la polymédication et troubles cognitifs, ça aussi, il y a eu pas mal d'études qui ont essayé d'étudier les effets, par exemple, des médicaments atropiniques, les psychotropes, en particulier les neuroleptiques, sur la cognition. Alors, il y a des effets à court terme de ces médicaments-là, notamment en termes de troubles de la mémoire, troubles de la conscience, la somnolence et troubles attentionnels. Mais également, il y a des effets à long terme de ces médicaments. Notamment, ces médicaments peuvent augmenter le déclin cognitif. D'autres études sur les benzodiazépines et les hypnotiques ont montré aussi les mêmes effets à court terme sur la cognition, mais surtout un effet sur le long terme en augmentant le risque de la survenue de démence. Et puis, euh, pour les antidépresseurs, ça n'a pas été démontré sur des effets sur le long terme, mais des effets sur le court terme rejoint un petit peu les autres médicaments. Voilà ce que je voulais vous dire sur les effets des médicaments. Et je laisse la parole à Séverine, si elle veut compléter mes propos. Alors, merci pour l'intervention. Je crois qu'on va essayer enfin, pour compléter, je pense qu'il y a, il y a des questions qui reviennent pas mal dans les questions que vous avez pu poser avant, hein, en amont de ce webinaire, en particulier sur finalement la réalité des connaissances scientifiques à l'heure actuelle sur cette polymédication et ses conséquences. En fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce que pour avoir une idée des conséquences sur le plan scientifique, il faudrait avoir des échantillonnages qui, à l'heure actuelle, sont extrêmement hétérogènes puisqu'on a des patients de tranches d'âge différents qui n'ont pas les mêmes interactions entre les médicaments parce qu'ils ne sont pas tous polypathologiques avec les mêmes comorbidités. Et donc, pour réussir à avoir des échantillonnages qui soient suffisamment puissants pour en retirer une signification en termes statistiques, il faudrait des échantillonnages et des appareillages extrêmement importants qu'on n'aura probablement jamais. Donc, il est probable que d'un point de vue scientifique pur, on n'ait jamais de preuve exacte, formelle, de dire ce médicament-là
n'ira pas du tout avec les autres, jamais. C'est impossible scientifiquement. En revanche, tout ce qui a été dit avant, effectivement, c'est juste. C'est-à-dire, on sait qu'au-delà de 5 médicaments, au-delà de 10 de surcroît, on a des hospitalisations qui vont venir sur de la iatrogénie et qu'on a des coûts de santé qui augmentent. Ce qu'on ne sait pas, c'est si on ne donnait pas, alors peut-être probablement pas pour toutes les classes, si on ne donnait pas certains médicaments, il est probable qu'on ait également des hospitalisations pour des décompensations de comorbidité. Donc finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé parce qu'on sait que la iatrogénie, ça coûte très cher. On sait que la polymédication, la polyprescription coûte cher d'un point de vue global sur la société et que les médicaments ne sont pas toujours bien pris parce qu'on a des observances et des inobservances qui sont très variables en fonction des classes médicamenteuses. Et finalement, ce sont beaucoup d'informations parcellaires qu'on a du mal à combiner dans une étude unique qui pourrait répondre de façon formelle aux bénéfices-risques exacts de la polymédication. Donc, je vais proposer je pense que c'est Hélène qui fait la suite, donc à Hélène Trimaille, qui va vous présenter le résultat d'une étude qu'on a fait justement concernant cette polymédication, mais d'un point de vue qualitatif, du coup pas quantitatif, mais pour essayer de voir un petit peu le point de vue des gens, des médecins, des familles et des patients concernant justement cette polymédication. Tout à fait. Alors, j'avais préparé un petit diaporama. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Alors, donc oui, effectivement, je vais vous présenter donc l'étude que l'on a nommée dosage, qui s'intéresse aux facteurs explicatifs de la polymédication chez le sujet âgé. Et donc, c'est une étude qualitative des points de vue de ce que l'on va évoquer aujourd'hui de triade, donc de patients polymédiqués, de leurs proches et des médecins généralistes. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs en sciences humaines et médecins de l'équipe éthique et progrès médical du Centre d'investigation clinique de l'hôpital de Besançon et qui a été financée par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une étude qualitative qui a été menée à l'aide d'entretiens semi-dirigés pour explorer les points de vue d'une triade sur la polymédication. À nouveau, les personnes âgées polymédiquées, leurs proches et leurs médecins généralistes. Donc, on a pu suivre 10 situations, dont 8 complètes. Les entretiens ont été réalisés à domicile et au cabinet médical entre octobre 2018 et février 2020. On a pu rencontrer donc 9 patients, dont 7 femmes avec un âge moyen de 81 ans, 9 proches, donc 7 femmes également, avec une moyenne d'âge de 61 ans, et puis 9 médecins, donc 4 femmes ayant entre 35 et 60 ans, avec une expérience professionnelle allant de 5 à 37 ans, et puis un suivi moyen donc, des patients polymédiqués, inclus dans l'étude, moyen de 7 ans, allant de 1 à 34 ans. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 grandes thématiques issues des résultats de l'analyse des entretiens, donc tout ne sera pas dit aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on va partir sur 3 grandes thématiques. Et puis, à chaque fois, j'ai essayé d'illustrer avec des verbatims. Donc, des verbatims, c'est des extraits d'entretien, donc à chaque fois, pour illustrer le propos des personnes âgées polymédiquées, de leurs proches et de leurs médecins généralistes. Donc, pour commencer, une vision commune, ambivalente et fataliste de la polymédication. Donc, en fait, on s'aperçoit que la polymédication, elle est perçue comme néfaste pour les 3 acteurs, avec des personnes âgées qui vont parler de poison, par exemple, les proches vont s'inquiéter des effets indésirables, et puis les médecins généralistes vont évoquer leur idéal d'un vieillissement en bonne santé sans médicaments. Par exemple, une patiente va dire « je me dis que c'est du poison, ça ». Mais ma foi, je dis « tant pis ». Un médecin généraliste, lui, va dire « moi, je dis souvent, je ne prendrai pas le quart du 10e de ce que je prescris dans une journée ». Et enfin, une proche va dire « le docteur X a dit que c'est la morphine qui fait ces effets-là. Alors, on va essayer d'en diminuer. » Et c'est vrai qu'assez rapidement, quand il a diminué l'Oxycontin, elle était plus éclairée. Et puis, donc, c'est une vision ambivalente parce qu'à la fois, la polymédication, elle va être décrite par les différents acteurs comme normale, voire même positive, parce qu'elle permet de maintenir les personnes âgées en vie. Par exemple, une patiente, elle va dire « bon, moi, bien sûr, ça fait beaucoup quand on voit le nom, mais moi, comme je me ressens, je suis obligée de prendre tout ça. » Un médecin généraliste va dire, par exemple, quand les gens de 91 ans vivent et vivent bien,
même s'il y a plein de médicaments, pardon, c'est positif. Et puis une conjointe qui va dire, bah, maintenant c'est quand même bien sûr nécessaire, je veux dire. Oui, donc j'ai bien conscience que ce sont les médicaments qui tiennent la machine, pardon. Même si, voilà. Enfin, dans une deuxième grande thématique des résultats, on voit transparaître les inquiétudes communes face à la déprescription. La déprescription, elle peut être perçue comme un abandon du patient, avec d'une part les médecins généralistes pour qui il semble impensable d'envisager une abstention thérapeutique tant que les personnes sont valides, autonomes. Et puis les personnes âgées, elles vont se demander pourquoi supprimer un médicament alors que tout va bien. Et puis les proches, eux, vont considérer que la déprescription, c'est une manière aussi d'abandonner, de laisser tomber. Par exemple, une patiente va dire « ça va bien, pourquoi changer ? Figure-toi que j'en enlève un, pardon, et puis que subitement je baisse de forme. Je dirais tout de suite, c'est le médicament. » Un médecin généraliste va dire il faut qu'on leur explique aux gens. Parce qu'il y a des gens, vous savez, si vous ne leur expliquez pas, ils sont à la pharmacie et il a oublié un médicament. Vous voyez ? Il y a une ritualisation, ils ont leur truc. C'est quand même, c'est supprimer un médicament, ça demande des explications. Et puis enfin, du point de vue du proche, à un moment donné, il faut se soigner. Ou sinon, vous ne prenez rien du tout et puis vous vous laissez aller comme ça. Et puis aussi, concernant la déprescription, il y a aussi les acteurs, ils vont pas partager la même vision de ce qu'est un médicament qu'on va nommer essentiel. C'est-à-dire que les médecins généralistes vont considérer les médicaments essentiels, ceux recommandés par l'evidence-based medicine, tandis que les patients vont considérer comme essentiels les médicaments qu'on va dire de confort, parce qu'ils n'auront pas le même ressenti des effets de ces différents médicaments sur leur vie quotidienne. Donc, par exemple, une patiente explique, justement, le docteur X, il avait dit, on va arrêter ça. Et c'est moi, je lui disais non, parce que je n'avais jamais mal à l'estomac. Alors il me dit, donc son médecin, c'est ça qui vous empêche d'avoir mal à l'estomac. Alors je dis au docteur, et pourquoi vous voulez supprimer celui qui va bien? Et du côté du médecin, on a plutôt, les patients donc seraient plutôt à dire, bah, le cholestérol, j'en ai pas. Et le médecin dire, bah oui, parce que vous n'en avez pas, parce que vous avez le traitement aussi. Le patient dire, la tension, j'en ai pas. Oui, parce que vous avez le traitement. Donc, ils seraient plutôt, eux, les patients, amenés à arrêter ces traitements-là que nous, on considère, qui nous paraissent indispensables. Et puis enfin, du côté du discours du proche, un fils rapporte, bon, déjà le cholestérol, elle ne le prend plus. Non, elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Et puis enfin, pour terminer, peut-être parler des possibles facteurs de perduration de la polymédication, dans le sens où on voit que les acteurs, donc les différents acteurs, eux, ne partagent pas leurs attentes, mais agissent plutôt en fonction de ce qu'ils pensent être attendu d'eux. C'est-à-dire, les médecins généralistes, ils vont attendre de leurs patients qu'ils soient acteurs de leur mode de vie, prendre moins de médicaments, mais en même temps, ils vont prescrire en fonction des recommandations. Et les personnes âgées, de leur côté, et leurs proches, sont, on va dire, disciplinés, ne vont pas contester l'autorité médicale, tout en exprimant le désir d'avoir plus d'explications, de connaissances sur leur traitement et leur utilité. Donc, par exemple, une patiente qui explique sa relation avec son médecin au moment de la prescription. Bah, je peux en reparler, oui, de toute façon, il me le prescrit, donc c'est que j'en ai encore besoin. Il me dit, ça vous convient? Il n'y a pas de problème? Oui, il n'y a pas de problème, c'est bon. Bon, bah, on va renouveler. Et puis après, le médecin généraliste, enfin, en tout cas, la vision du médecin généraliste, il y a des choses que moi, je n'ose pas toucher. C'est vrai que quand on relit les études, je pense au traitement pour le cholestérol. Quand on est dans les clous, je vais le laisser là, à cette dose-là. Je sais qu'ils ont des normes très, très strictes en termes de cardio. Donc, on laisse. Et puis enfin, le point de vue de l'approche. Donc, ils ont rajouté ces médicaments-là. Depuis, on les traîne les trois. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bon? Ça, j'y touche pas si vous voulez. Mais là, je vais pas y toucher. Donc finalement, on s'aperçoit peut-être de l'importance ou du besoin d'échanges un peu plus horizontaux et d'un besoin de temps aussi lors des consultations pour déprescrire.
Voilà pour les présentations de l'étude dosage. Je laisse la parole. Merci Hélène. Maintenant, je vais passer la parole à Julie Berthoud, du coup, qui est pharmacienne, donc pour le point de vue sur le pharmacien dans son rôle dans la polyprescription ou la polydéprescription, parce que ça marche dans les deux sens. Je te remercie, Séverine. Du coup, moi, effectivement, j'ai un petit peu le rôle du pharmacien dans ces échanges. Et historiquement, il faut savoir que le pharmacien, il est vraiment construit comme le gardien du poison, hein. Donc, c'est vrai qu'il a un exercice qui est très lié aux médicaments. Et ben, quand on parle de déprescription, on parle d'enlever le médicament. Donc, bah, si on enlève le médicament, il y a aussi une peur pour le pharmacien de ne plus avoir de travail. Mais ça, c'était, on va dire, le mode de fonctionnement historique. Historiquement, le pharmacien travaille sur le médicament. Il a même un financement qui est lié, hein, à l'existence du médicament, une activité qui est liée à l'existence du médicament. Et parfois, il va plutôt se positionner vis-à-vis effectivement de l'équipe médicale, plutôt comme un lanceur d'alerte des fois, en alertant un peu le médecin en disant bah là, il y a un problème sur ce médicament, là, il y a un problème peut-être d'interaction médicamenteuse. Maintenant, on est beaucoup en train de gérer les problématiques de rupture notamment, où on va quand même beaucoup rester centré sur il y a un médicament qui est prescrit, il est ou pas disponible, mais on en remet un autre à la place. Et la thématique de la déprescription, elle est un petit peu moins dans le cœur de son activité. Après, le pharmacien, dans ses nouvelles missions récemment, là, depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de missions transversales. Notamment, on a la vaccination. Dans certaines régions est déjà en place. Il y a éventuellement les TROD angines qui se mettent en place. Et puis, il y a des entretiens pharmaceutiques aussi qui se mettent en place. Alors, il y a quelques années, on a débuté les entretiens sur les AVK, hein, qui se font sur des personnes âgées, justement avec de la polymédication, dont l'objectif est de diminuer en fait sur des bilans, ce qu'on appelle des bilans partagés de médication, qui peuvent se faire en EHPAD, mais qui se font aussi en ville et qui permettent justement de sortir un petit peu du médicament, de prendre un petit peu de recul et puis d'essayer de prendre en charge le patient au niveau pharmaceutique dans sa globalité et puis être forcément ciblé sur l'ordonnance, on va dire. Donc ça, c'est des missions qui sont assez récentes, qui sont bien abordées à la faculté depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Donc en revanche, effectivement, on sait qu'on ne va pas cibler tous les professionnels, notamment pharmaciens, puisque les gens qui sont diplômés depuis plus longtemps n'ont pas forcément mis en place ces compétences très facilement. Le rôle du pharmacien là-dedans, il peut être intéressant aussi parce que c'est un pharmacien qui voit le patient assez souvent. On peut aller voir son pharmacien comme on va dans un commerce, donc c'est vrai qu'il y a une disponibilité de temps qui est assez importante. L'avantage aussi du pharmacien, c'est qu'il y a un maillage territorial qui est très important, donc de la même façon, on en trouve un petit peu partout, qui est un autre plus. Et puis aussi, le pharmacien travaille en équipe, donc il y a toujours quelqu'un en fait dans la pharmacie qui est mobilisable. Heureusement qu'on n'est pas ouvert plus de 72 heures par semaine avec une seule personne, mais du coup, on peut toujours trouver quelqu'un de disponible. Et puis du coup, on est facilement joignable. C'est intéressant aussi par rapport aux médecins en termes de positionnement, parce qu'un pharmacien, c'est pas un confrère. Il va plutôt disposer d'un regard croisé, avec une compétence plutôt ciblée sur le médicament. Alors, bien sûr, on n'a pas les compétences médicales du médecin, hein, pas du tout, et puis on ne le prétend pas. Mais du coup, ça peut avoir aussi un intérêt, cette discussion entre médecin et pharmacien, pour amener justement un regard un petit peu différent, essayer de prendre un autre point de vue. Le gros point faible actuellement, en fait, de l'implication des pharmaciens dans ces éléments-là, donc je vous ai parlé de la formation, qui est du coup quelque chose qui est en train de monter en compétences. On rejoint, c'est ce que tu disais, Hélène, par rapport à la disponibilité et au temps. On a une activité en pharmacie comme à l'hôpital, en officine comme à l'hôpital, qui n'est pas organisée en fait à travers historiquement tous ces entretiens. Donc il y a cette question du temps qu'il faut trouver. Et puis, il y a aussi la question, pour être assez précis dans ce que je veux dire, c'est peut-être passer de la théorie à la pratique, où quand on entame une nouvelle mission, on a comme tout le monde une résistance au changement, et il faut essayer de passer le cap un petit peu de ces nouvelles missions, et c'est pas forcément évident.
Alors, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui pouvait se faire sur la polymédication dans différents pays et j'ai finalement eu en synthèse que j'ai trouvé qu'en France, finalement, l'implication du pharmacien dans la polymédication, elle était assez ciblée justement sur le patient, puisque à l'hôpital, nous, on va réaliser des analyses pharmaceutiques de l'ordonnance et des entretiens avec le patient, donc ciblés sur le patient où on va essayer de récupérer des informations de biologie, des antécédents, de la clinique, on va discuter avec les médecins. En ville, donc c'est ce que je vous disais, il y a le bilan partagé de médication qui est disponible en EHPAD, mais qui est aussi possible pour quelqu'un qui n'est pas institutionnalisé. Et du coup, on va avoir une approche qui va être très centrée sur le patient. En France, je peux vous montrer aussi, c'est juste pour enrichir un petit peu le débat. Du coup, on a des indicateurs de polymédication, même si ça a été abordé au tout début, où là, on est sur des indicateurs régionaux, donc la Bourgogne-Franche-Comté. Et on voit ici qu'effectivement, la polymédication, elle diminue très, très peu. Donc ici, c'est le nombre de personnes de plus de 75 ans en Bourgogne-Franche-Comté qui ont eu 10 molécules ou plus de prescrites sur 3 mois, en fait. Donc on passe de 47,9% en 2018 à 47,2%. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de diminution, c'est vraiment des choses qui sont assez stabilisées. Sur les données de ce qui se passe un petit peu à l'étranger, ce que j'ai retrouvé, c'était parfois des approches qui étaient plutôt ciblées sur les pratiques, notamment en Suisse, sur ce qu'on appelle les cercles de qualité. Et les cercles de qualité, c'est justement des choses qui sont créées pour favoriser les échanges pluriprofessionnels. Tout à l'heure, avec l'étude dosage, on parlait effectivement d'échanges horizontaux. Alors là, je ne sais pas si c'est horizontal, mais en tout cas, c'est pluriprofessionnel. L'idée des cercles de qualité, en fait, c'est de réunir des médecins et des pharmaciens et de leur proposer, en fait, une analyse critique des habitudes de prescription des médecins, de voir un petit peu au niveau de la littérature, en termes de tolérance, d'indication et de référentiel, qu'est-ce qui se passe, et puis d'essayer de voir justement quelles sont les pistes d'amélioration possibles. Donc, ce qui m'a paru intéressant, du coup, à partager avec vous, c'était cette diapositive-ci. Voilà, qui permet en fait de confronter les pratiques à la littérature. Dans cette démarche de cercle de qualité, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qui est pertinent pour le patient, que ce soit en termes de différence de molécules, de risque, d'interaction, de durée de traitement ou durée de traitement, ou d'arrêt de traitement, pardon. Et puis effectivement, ils parlent du site qui s'appelle Deep Prescribing, excusez mon anglais, qui est effectivement aussi un bon outil pour pouvoir faciliter en fait la déprescription. Le seul souci, c'est que dans cet échange, effectivement, pluriprofessionnel, médecin-pharmacien, du coup, la dynamique patient, elle n'est pas vraiment représentée, puisqu'il n'y a pas de représentant du patient ni de ses proches. Donc, on reste sur quelque chose qui est, on va dire, très macro, avec une prise de recul, mais qui est une prise de recul sur une pratique médicale et qui ne permet pas, on va dire, de faire de la médecine à la carte, comme on peut l'attendre, en fait, quand on prend en charge un patient ou quand on est nous-mêmes patients. Ces éléments-là, je les ai trouvés intéressants parce que ça m'a fait penser à la dynamique en fait, qu'il y a eu en France par rapport au plan cancer. Et où, quand ils ont mis en place le plan cancer, en fait, ils ont essayé de développer justement des indicateurs de suivi, des discours, enfin, des discussions entre médecins, pharmaciens et puis avec les associations de patients pour monter des réseaux de soins. Et c'est vrai que moi, je me suis dit en préparant cette intervention que peut-être un des rôles du pharmacien, mais pas que, c'était peut-être de favoriser justement ces temps d'échange pluriprofessionnels et puis d'aller un petit peu sur effectivement le travail sur les pratiques. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais peut-être en prendre quelques-unes. Et la question de la dissimulation. Il y a pas mal de gens qui ont posé la question de la dissimulation des médicaments dans le cas de patients qui seraient, là, en tout cas pour les questions posées, c'était des patients résidents en EHPAD. Et du coup, de savoir si finalement cette dissimulation, elle était acceptable ou pas. Et dans quel cadre elle ne le serait plus. C'était, si je regroupe un peu l'ensemble des questions qui ont été posées. Je crois qu'il y a une question de galénique. Alors, Julie, tu compléteras pour le côté galénique, mais effectivement, il y a la question de piler des médicaments qui ne sont pas prévus à cet effet et qui en diminuent l'efficacité et qui peut-être, du coup, doivent faire appeler à donner un médicament qui ne va pas avoir pour objet d'améliorer soit l'espérance de vie, soit la qualité de vie en fonction des objectifs du médicament.
peut poser la question de est-ce qu'on n'arrêterait pas ce médicament qui finalement va être pris, mais dans un format non adapté et qui n'atteindra pas les objectifs pour lesquels ils sont prescrits. Et la galénique, c'est quand même assez important parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont pilés et qui, en fait, ne devraient pas l'être. Donc, il y a cette question-là. Et puis ensuite, il y a la question qui est un petit peu, alors pour moi, la synthèse de cette intervention, de ce webinaire, c'est de dire finalement, là-dedans, on a l'impression que ce qui manque, et pour tout, c'est un projet de soin. En fait, les médicaments, ils vont être adaptés par rapport à, on dit le bénéfice-risque, mais le bénéfice, pour la plupart des médicaments, c'est augmenter l'espérance de vie, diminuer les comorbidités, diminuer tout ce qui va être de la morbidité, pour essayer d'éviter d'être dans des situations de perte d'indépendance pour la personne âgée ou plutôt de handicap, pour la personne un peu plus jeune en fonction de comment on se positionne et voilà, pour lesquels les objectifs finalement sont des objectifs de santé publique en fait. On a des objectifs globaux qui sont intégrés dans la science, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde doit appeler à la prescription de 5 classes médicamenteuses qui vont permettre d'améliorer l'espérance de vie et d'améliorer la qualité de vie. Et en fonction des objectifs pour lesquels finalement les médicaments sont prescrits et de leurs résultats scientifiques dans les études dans lesquelles ils ont été testés, chez des patients, la plupart du temps, pas polymédiqués, puisqu'en général, on teste un médicament ou plusieurs classes, mais sur une donnée particulière, donc pour l'HTA, pour l'insuffisance cardiaque, etc., quelle que soit la pathologie. Donc de dire, on arrêterait bien ce médicament-là parce qu'on en a prescrit 5 et que finalement 5, on arrive déjà de la polymédication sur juste l'infarctus, ou de l'insuffisance cardiaque et qu'on ne verrait pas trop ce qu'on rajouterait en fait, parce qu'on se dit ça y est, on est déjà à 5. Donc la question finalement qu'on pose là, où je pense aujourd'hui sur ce webinaire, c'est est-ce que la polymédication, elle peut pas être pertinente quand même? Parce qu'en fait, on n'a pas de données scientifiques qui disent exactement si j'associe telle molécule, telle molécule, telle molécule, telle molécule à plus de 6 par exemple, on va arriver à une hospitalisation par an. Voilà, qu'on pourrait éviter si on ne prescrivait pas ces classes. En revanche, ce qu'on ne peut pas dire, c'est si on en enlève une, est-ce qu'on n'aurait pas quand même une hospitalisation par défaut de cette classe? Parce que cette classe est recommandée parce qu'elle a prouvé un bénéfice scientifique à être prescrite dans ce cadre-là. Alors là où ça devient plus compliqué, c'est, et c'est ce qu'on a vu un peu avec l'étude dosage, c'est de dire finalement, quand on pose la question au médecin généraliste, il va avoir envie de garder les classes qui rallongent l'espérance de vie, qui vont diminuer les hospitalisations. Alors, ce qu'on comprend très bien, et là, encore une fois, on sent que c'est un objectif de santé publique. Et puis, en face, donc là, c'est le bénéfice en termes de santé publique. Et puis, le risque, en revanche, il est individuel, mais il peut être aussi collectif dans l'hospitalisation pour la iatrogénie dont on a parlé tout à l'heure sur les chiffres. Et là, de se dire, finalement, quels sont les objectifs de vie du patient? Parce que le médecin généraliste, il a tendance à enlever les antalgiques, les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc, on a en théorie, en tout cas, une diminution de la qualité de vie ou une non prise en compte de syndrome anxio-dépressif parce qu'ils ne vont pas amener aussi fréquemment à une hospitalisation qu'une décompensation cardiaque. En revanche, pour la qualité de vie du patient, et ça va revenir à une autre question que j'ai lue tout à l'heure, par rapport à la prise de risque, de dire finalement, ces médicaments-là, on a l'impression qu'on a moins de risques à les enlever parce qu'ils n'auront pas de conséquences en dehors de la qualité de vie du patient, qui en fait est vachement importante. C'est-à-dire que la base du soin, c'est quand même d'arriver à coller aux objectifs du patient. Quand on dit que le patient doit être au cœur des prises en charge, je pense que là, on est vraiment dedans. C'est lui, quels sont ses objectifs? Et peut-être en France, on n'est pas. Alors, je vais faire un peu comme toi, Julie, je vais digresser un peu sur les modèles anglo-saxons. Les modèles anglo-saxons, ils ont résolu la question de santé publique sur un système qui s'appelle les QALY, c'est-à-dire que chaque médicament va être rapporté à une majoration de l'espérance de vie pondérée à la qualité de vie. Je vais prendre l'exemple du cancer parce que c'est le plus parlant. En Angleterre, actuellement, vous avez donc un système qui rembourse un traitement qui va vous amener une espérance de vie en qualité. Si sur l'ensemble des données disponibles populationnelles, la deuxième ligne de chimiothérapie va prolonger l'espérance de vie sans amener de la qualité, elle ne sera pas remboursée et prise en charge par leur système de sécurité sociale. Et donc là, on voit bien que d'autres pays ont pris d'autres décisions sur comment on limite
les dépenses de santé, hein, parce que ça fait partie des dépenses de santé, dans la prescription médicamenteuse, entre autres. Donc, on comprend bien que du coup, le médicament, là, il est prescrit, et il est prescrit, on sait pourquoi, on connaît le bénéfice-risque, et finalement, le malade ne va pas demander le médicament non plus, parce qu'en partie, il va le payer. Donc, il y a aussi cette question-là. Et donc, de dire, finalement, quels sont les objectifs de mon patient à 85, 90, 95 ans, quels sont les objectifs de vie de mon patient? Et à partir de là, le médecin, en tant que garant de la connaissance scientifique, en lien avec le pharmacien, en tant que garant de la connaissance des médicaments, enfin moi je ne sais pas comment font les prescripteurs à l'heure actuelle, mais sans le Vidal, c'est totalement impossible. Et même avec le Vidal, il existe tellement de classes médicamenteuses, de nouveaux médicaments, que les connaître parfaitement est impossible, et que la discussion avec le pharmacien ouvre vraiment à l'échange de ce que lui a pu avoir comme retour, de ce qu'il a comme connaissance scientifique sur le sujet et de ses interactions potentielles. Et c'est là que le pharmacien prend toute sa place. Donc pour moi, il y a le patient au cœur de la prise en charge qui doit dire, mais ça lui fait aussi. Donc là, c'est les systèmes, pareil, anglo-saxons aussi, hein, alors qu'ils sont critiquables, hein, ce que je dis est tout à fait critiquable, bien sûr, c'est de dire, nous, on est parti sur de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire en fonction de certaines pathologies, on va avoir accès à, il faut manger moins de sel, moins de sucre, etc. Et le modèle anglo-saxon sont passés sur un autre concept qui va encore un petit peu plus loin, qui s'appelle l'empowerment, et qui fait qu'en fait, le médecin va donner la responsabilité au patient lui-même de prendre des décisions pour sa santé, mais véritablement, c'est-à-dire de lui dire, voilà, vous avez fait un infarctus, il faudrait arrêter le tabac. Bon, si vous voulez pas arrêter le tabac, voilà, mais je vous dis ce qu'il en est. Alors, on est d'accord qu'on parle de patients qui sont bien sûr en autonomie et en capacité de recevoir cette information, hein. Il en est encore autre chose pour les gens qui ne le sont plus. Et de dire finalement le patient est en responsabilité. On n'est pas leurs parents. Nous, on a un rôle d'information, d'éducation à quels sont les bénéfices-risques de ce médicament. Et ça, c'est notre rôle de pouvoir informer le patient de ça. Que le patient le prenne ou ne le prenne pas, ça ne nous regarde plus en théorie. Donc l'implication juridique, ça, c'était aussi une des questions, en particulier pour des patients chez qui on represcrit des médicaments qu'ils nous disent ne pas prendre, en se disant il le prend 1 jour sur 2, c'est mieux que rien. Mais est-ce que ce médicament-là, 1 jour sur 2, a prouvé une efficacité? Il est probable que non, et que c'est pour ça qu'on le prescrive tous les jours. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux l'arrêter plutôt que de dire, en fait, on le prescrit, puis il le prend quand il a envie? Et je pense que la responsabilité du patient vis-à-vis de ses propres pathologies et ses propres thérapeutiques, ce qu'il a envie de prendre ou pas, quand vous exposez au patient finalement le risque, c'est le décès de ça dans tant d'années, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est de la prévention, ou bien oui, là, vous risquez l'AVC, mais si vous voulez pas le prendre, enfin voilà, vous savez ce que vous risquez. Ça fait partie, je pense, en tout cas, d'une forme de communication qu'il faudrait peut-être modifier un petit peu pour bien remettre pas forcément que les objectifs de santé publique au cœur d'une consultation médicale, mais bien les enjeux du patient et les adapter aux objectifs de santé publique, bien sûr, à la science et avec le pharmacien. Pour moi, c'est vraiment la triade gagnante. Et on voit bien que ce médicament, finalement, il a un rôle social. Il a un rôle sociétal. Le médicament, on va chez le médecin pour avoir des médicaments, pour represcrire des médicaments. Le médicament, il est au cœur du travail du pharmacien qui, en fait, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, n'a plus de travail s'il ne gère plus les médicaments. Éventuellement perd du travail si on ne prescrit pas de médicaments. Et on voit que c'est un mode de discussion. Mais finalement, le médicament est un moyen pour parvenir à un traitement et à un équilibre, en tout cas qui se fait en termes de qualité de vie et d'espérance de vie, mais que finalement, ce moyen, il n'y a pas d'objectif de fixer. Il manque les objectifs. Le médicament reste un moyen de parvenir à un objectif. Et en France, à l'heure actuelle, je pense que cet objectif n'est pas défini au sein de chaque consultation. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il est perçu, en fait. Il est perçu par rapport aux objectifs de santé publique, mais pas par rapport à un objectif individuel. Voilà ce que je pourrais dire pour peut-être la conclusion, mais on va peut-être laisser les questions-réponses quand même. Peut-être juste sur l'alimentation. Repréciser par rapport à la question de l'alimentation que dissimuler, non, des médicaments dans l'alimentation, non, parce que si on n'explique pas alors à un patient ou à son entourage en fonction de ses capacités cognitives qu'il y a du médicament dans l'alimentation, l'alimentation, elle va peut-être être prise de façon partielle, voire pas du tout prise. Et donc, du coup, on risque que le médicament, si on estime qu'il doit être pris, ne soit pas pris. Donc, ce qu'on préconise en termes de bonnes pratiques dans ces cas-là, c'est que s'il y a besoin de mettre du médicament dans l'alimentation, déjà, effectivement, on prévient les gens. Parce que si c'est dans un yaourt à la fraise et que le patient n'aime pas la fraise, il ne va pas le prendre et donc, du coup, il ne va pas prendre son médicament. Donc, c'est des choses très, très basiques. Mais il faut expliquer à la personne. En général, on recommande aussi de le mettre que dans une petite partie
de la nourriture, c'est-à-dire quand c'est avec une compote, c'est avec une cuillère de compote, c'est pas avec la totalité de la compote, puisque si la totalité de la compote n'est pas prise par le patient, mais du coup, il n'aura pas tout son traitement. Donc, c'est dans une petite quantité de nourriture. Après, ce que tu disais, Séverine, est juste, c'est que ça dépend de la galénique. Tout ce qui est libération modifiée, prolongée, on ne peut pas le faire. Il y a aussi des médicaments pour lesquels il y a une interaction avec l'alimentation en elle-même. Certains antibiotiques, par exemple, avec des produits lactés, donc ça, on ne peut pas le faire. Et puis enfin, on sait qu'on ne peut pas mélanger tous les médicaments aussi ensemble. Ça, c'est parfois une pratique qu'on voit ou malgré tout, quand les patients n'ont pas des bonnes capacités de déglutition, on écrase un petit peu le maximum de médicaments et on les met tous ensemble dans la même cuillère. Ça, on sait que au niveau physico-chimique, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe. Et du coup, on essaye normalement d'éviter parce que c'est une mauvaise pratique, parce que tout mélanger ensemble, c'est quand même des produits chimiques, donc on ne sait pas comment ils vont interagir les uns avec les autres. Donc, s'il y a besoin de mettre dans l'alimentation, c'est du coup affiché pour être sûr que ce soit pris dans une petite partie. Et effectivement, il faut vérifier au niveau de la galénique et des interactions médicamenteuses que ça n'interagisse pas. Et puis, c'est un par un, c'est pas tout mélangé. Après, il y avait une question, comme j'ai la main, du coup, j'en profite, de Laura Viardot par rapport à, je crois, des étudiants qui passent et qui, du coup, permettent de faire des dézooms. Et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est que quand il y a un nouvel interlocuteur qui arrive, que ce soit le pharmacien ou là des étudiants, peu importe, c'est que ça permet de prendre un moment de recul en fait sur la prise en charge du patient. Et c'est ces moments-là qui peut-être manquent effectivement. Alors tu le disais pour évoquer les objectifs du patient lui-même et autour du patient, mais il faut qu'on arrive à créer ces moments en fait. Et alors, pour rebondir sur les questions-réponses, je pense que non, la question des objectifs, alors là, j'ai répondu sur quand aborder ces objectifs. Alors, encore une fois, on a un modèle de soins qui est particulier. Donc, en fait, il n'y a pas de littérature qui existe à ce sujet. C'est-à-dire, si vous cherchez niveau de soins, projet de soins, les choses, en fait, c'est des questions qui sont vraiment ressorties, je pense, dans le contexte Covid, hein, où il a fallu décider rapidement quels étaient les objectifs de soins par patient, qu'est-ce qui étaient les bénéfices attendus d'une réanimation, d'une hospitalisation, pour essayer tout simplement de s'adapter à la rationalisation de la disponibilité de certaines places en hospitalisation. Jusqu'à présent, on n'avait jamais eu à le faire, en fait. C'est-à-dire que la rationalisation en tout cas, les ressources disponibles en termes médicamenteux et d'hospitalisation n'ont jamais été mises à mal au point de la Covid. En revanche, ça a fait quand même appel à pareil, hein, tout ce qui était la distribution, c'est-à-dire comment est-ce qu'on distribue des ressources qui ne sont pas en quantité suffisante, comment on les répartit au sein d'une population. Et dans une forme d'équité, hein, pas dans une forme, c'est pas que une justice distributive en égalité, c'est vraiment une équité. C'est que la personne qui a accès à un soin en tire un bénéfice. Et c'est là qu'on a entendu, hein, l'ensemble je pense, des professionnels de soins ont eu à un moment donné sur la question du tri, hein, qui est finalement un mot qui a beaucoup choqué et heurté à ce moment-là, mais qui est une vraie question en fait de tri. Mais le tri par rapport aux objectifs, c'est quels sont les objectifs de soins chez ce patient? Qu'est-ce que j'attends d'une hospitalisation? Qu'est-ce que je vais attendre d'un séjour en réanimation, compte tenu de l'ensemble des données dont on dispose actuellement sur la littérature? Bon, je ne fais pas de digression sur le Covid, mais c'est pour dire que là, actuellement, on est en phase de pénurie régulière, hein, de médicaments, d'antibiotiques, etc., où il faut modifier des thérapeutiques, la flécaïne, enfin, il y en a eu beaucoup. Le Doliprane en forme pédiatrique cet été. Bref. Et donc, effectivement, on voit bien, hein, que les ressources ne sont plus inépuisables et que probablement qu'il va falloir commencer à réfléchir de façon différente. Mais cette réflexion et ce manque, finalement, parce que c'est le manque qu'on ressent, n'est pas forcément signe d'une injustice, en fait. Et c'est ça que je pense qu'il est important de l'avoir bien en tête, c'est qu'on peut rationaliser et peut-être réfléchir à prescrire mieux en rapport avec les objectifs du patient. Je pense que ces objectifs, et là, ça n'engage que moi, hein, c'est pas bien de les aborder quand on est en situation aiguë, parce que la situation aiguë, en théorie, ne permet pas de réfléchir à ses objectifs avec un patient qui est serein et qui peut aborder ses objectifs. Et il est probable qu'au cours d'une consultation de renouvellement médicamenteux, mais ça faisait partie des conclusions de cette étude dosage, c'était de dire, on a l'impression, là, actuellement, qu'il manque un temps dédié,
une espèce de consultation pour discuter de quels sont les rapports bénéfices-risques de chacune des molécules et pas dans leur prescription systématique. Et ce n'est pas du tout une critique sur les médecins libéraux, parce qu'en fait, c'est extrêmement long à faire et une consultation de 20 minutes ne suffira pas, en fait. Il faut réaborder et aborder la question du projet de soins de vie d'un patient, ça prend du temps. Et donc probablement que si c'était une consultation qui était valorisée sur le plan, de la CPAM, il est probable qu'elle serait plus facilement faite et encore que, il me semble que là, on va se heurter à d'autres, problématiques qui sont de l'ordre de la formation. Comment aborder la question de, la fin de la vie, de, la suite, hein. Quand je dis la fin, c'est pas forcément tout de suite, mais c'est de dire, voilà, finalement, on a ces pathologies-là, ces pathologies-là, ces pathologies-là. Vous me dites que vous voulez pas prendre ce médicament-là, très bien, donc il sert à ça. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Voilà. Et ça, c'est une consultation qui prend du temps et qui doit être, je sais pas, avoir un soubassement quand même, sur, une forme d'enseignement à un moment donné qui, pour l'instant, n'est pas du tout faite dans les études de médecine. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Parce que moi, quand j'aborde la question, alors sous d'autres angles, hein, sur des formations, les gens me disent que je suis glauque régulièrement, mais vraiment, parce que je parle de la fin de vie et que, bah, effectivement, des résidents en EHPAD, ce qu'on sait, c'est que l'espérance de vie moyenne est de 2 années. Mais en fait, le médecin généraliste ou le médecin tout court, hein, devrait être en capacité à peu près de donner une espérance de vie de son patient et de voir si le médicament qui va être represcrit va rentrer dans le cadre d'une amélioration de cette espérance de vie ou pas et est-ce que c'est son souhait? Parce qu'en fait, tout est là et pour ça, il faut avoir une connaissance des médicaments vraiment extrêmement fine. C'est pas ça ne c'est pas juste en lisant le Vidal qu'on fait ça. Il faut vraiment avoir une connaissance très fine du médicament et d'où le partenariat avec le pharmacien, je pense qu'elle est primordiale pour moi. Alors, moi, je complète aussi ces propos pour dire que normalement, pour la médecine libérale, il y a des consultations longues qui sont prévues, qui sont mieux rémunérées pour les médecins libéraux euh, s'ils font ça une fois par an, hein. Ce sont des consultations longues avec une tarification spécifique. Donc, ça a été créé justement pour prendre un peu plus de temps pour faire ce tri-là dans les médicaments et voir sur le long terme si faire un vrai projet de soins sur le long terme. Mais c'est vrai que parfois c'est fait à la va-vite ou par manque peut-être de formation où c'est pas forcément réalisé dans la façon la plus optimale. Après, par rapport à certains médicaments que je vois souvent prescrits, que ce soit à domicile ou en EHPAD, notamment concernant des personnes âgées atteintes de démence évoluée, notamment les antiacides, les anticholestérols, ça a été dit tout à l'heure, ou certains anticoagulants, quand on sait que une personne avec une démence évoluée à 86 ans ou 87 ans, ce sont des médicaments qui agissent sur la prévention sur le long terme. Et il faudra remettre en question un petit peu l'intérêt de ces prescriptions, en sachant que parfois leur utilisation va induire plus d'effets secondaires que des bénéfices. Et donc, il faut savoir les arrêter à un moment donné. Et là, je parle en particulier chez la personne atteinte de démence évoluée. Donc, et puis, il y a une question qui a été posée tout à l'heure sur la contention. Alors, effectivement, quand on voit parfois certaines prescriptions de contention pour maintenir des antivitamines K pour éviter que la personne tombe et qu'elle ait des hématomes, etc. Il faut mieux quand même remettre en question ces prescriptions d'antivitamines K pour justement ne pas contentionner la personne âgée atteinte de troubles cognitifs sévères. Mais malheureusement, parfois, il y a cette peur d'arrêter un médicament, peut-être parce qu'effectivement, les médicaments sont gratuits ou remboursés, hein, en France encore. Ça se pose d'autres questions dans d'autres pays où il faut, quand les familles doivent payer ces médicaments. En plus, il y a ce problème aussi de se couvrir, hein, le risque
d'être attaqué derrière par les familles en disant vous avez arrêté un traitement, si vous ne l'avez pas arrêté, maman, elle serait encore là, donc, ou mon papa. Et donc ça mérite aussi une vision et des concertations pluridisciplinaires, pas forcément avec les familles, mais en équipe, et justifier à la famille la décision du corps médical. Quand je dis médical, c'est soignant dans l'ensemble. Moi, je vais juste rajouter parce que IMAD, on n'a pas prêché pour notre paroisse parce que du coup, on n'a pas du tout abordé la question du gériatre là-dedans. Et la place du gériatre, parce qu'en fait, effectivement, c'est une place finalement qui est quand même assez. Alors, nous, on est formés pour le coup sur la gestion de la polymédication et de l'utilisation du médicament. Et je pense que le gériatre, alors la ressource n'est pas forcément toujours accessible facilement. En revanche, l'avis gériatrique sur des patients qui ne disposent plus de leur autonomie complète dans le cadre de troubles neurocognitifs ou de patients qui ne pas du coup sur des arrêts pour lesquels le patient pourrait donner son avis. Là, on est vraiment dans le cadre où le patient ne peut pas donner son avis, mais appeler un gériatre ou demander une consultation gériatrique permet quand même de faire le point sur la question de la polymédication et des enjeux de soins, en fait, hein. Parce que ça, c'est le cœur de notre métier, d'adapter l'ensemble des recommandations au patient d'après son projet de soins à lui, dans le contexte dans lequel il évolue actuellement et en anticipant un parcours de soins. C'est profondément le travail du gériatre. Et là, c'est là où on peut être ressource et recours pour vous en spécialiste en médecine libérale ou générale, vraiment de pouvoir vous aider dans la prise en soin de votre patient à un instant T, pour dire, bah là, effectivement, oui, on peut se poser la question et bien sûr qu'on va l'aborder et de pas forcément dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, hein. C'est de discuter parce que c'est votre patient, vous le connaissez dans son environnement. Nous, on l'aborde une seule fois, pour, quand c'est des avis et de dire voilà à quoi on peut servir aussi, hein. On peut servir dans le guide, d'être un guide ou en tout cas une aide pour la gestion de cette polymédication, au quotidien. Oui, enfin, c'est pas moi qui va dire le contraire, tout à fait, je te rejoins là-dessus, mais effectivement, je pense qu'il manque vraiment aux médecins coordonnateurs en EHPAD ou les médecins libéraux, c'est de réévaluer régulièrement les médicaments. Pourquoi ça a été donné? Parce que souvent, moi je vois dans certains établissements, quand on pose la question, mais pourquoi il a du cardégique, pourquoi il a un neuroleptique ou un antivitamine K, on ne sait même pas la cause de départ. Parfois, c'est une phlébite pour les AVK qui 2 ans après, les antivitamines K sont restés là parce que personne n'a osé les arrêter. Les neuroleptiques, on n'en parle même pas. Ils étaient agités à un moment donné et puis 2 ans après, ils les ont toujours et pourtant, ils se sont calmés, etc., etc. Donc, tout à fait. Et c'est sûr que la gériatrie, c'est l'art de savoir aussi de baisser les médicaments et les adapter, mais aussi, ça doit être fait par tous les médecins qui œuvrent à côté des personnes atteintes de troubles cognitifs et âgées, puisqu'on n'est pas nombreux en tant que gériatre. On peut être ressource, ça c'est sûr, mais l'important, c'est de reposer la question, pourquoi au départ ces médicaments étaient instaurés et pourquoi on les continue. Et là, ça fait, en général, on retrouve facilement des réponses et on arrête certains médicaments qui courent pendant des mois et des années sans que personne n'ose la question si on les arrête ou pas. Je voudrais aussi rebondir sur effectivement il y a une question qui a été posée qui est très juste sur le rôle des IPA, mais sur le rôle des infirmières, hein, aussi, qui sont à domicile. Je pense en particulier à toutes les ordonnances qu'on prescrit avec infirmières à domicile pour préparation et distribution des médicaments dans le cadre de troubles cognitifs, pour lequel on a régulièrement des appels en disant, mais en fait, il ne le prend pas et je le cache, mais il ne le prend pas et j'ai pas forcément de réévaluation et du coup, c'est compliqué. Et puis, vous êtes limité dans le temps sur le passage à la maison. Et effectivement, c'est complexe. Pour moi, l'infirmière, que ce soit quand elle intervient dans la distribution du médicament, elle fait partie intégrante de la discussion. Et dans l'apport et le rôle qu'elle peut avoir par rapport à la distribution de ces médicaments, qui était d'ailleurs
un facteur d'exclusion de l'étude dosage, parce qu'on savait que le fait de faire donner un médicament par une tierce personne était encore différent, donc on ne l'a même pas abordé dans l'étude dosage, mais ça aurait pu être très intéressant aussi. Et puis le rôle de l'IPA, alors l'IPA, je pense que elles peuvent, quand je dis elles, c'est ils, hein, ils peuvent tout à fait avoir un rôle assez intéressant. Je pense en particulier aux IPA en cardio. Alors, c'est celle que je connais un peu le plus parce que sur les IPA, sur les maladies chroniques, c'est pareil. On est sur des connaissances qui sont tellement vastes qu'il faudrait rester dans un cercle pluriprofessionnel, en tout cas à mon sens. Et que la represcription, du coup, le risque de l'IPA, c'est la represcription sans se reposer la question, malgré le fait qu'elles aient une consultation plus longue, parce qu'elles peuvent represcrire, mais elles ne peuvent pas modifier les thérapeutiques. Donc le risque, c'est ça, c'est que l'IPA puisse represcrire si elle n'interroge pas. En revanche, elle peut interroger certains traitements, puisqu'elle a un référent médical et avec lequel elle peut discuter avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de temps à disposition du patient pour avoir une réelle connaissance de son mode de vie, de finalement ses questionnements qui sont abordés plus longuement, en tout cas par une IPA, à mon sens. Donc je pense qu'il y a un vrai... pour moi, le cadre de soins, il intègre complètement l'infirmière à domicile et l'IPA dans le rapport qu'elles ont avec le médicament et le patient à la fois. Il est 27. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Alors, la pénurie de gériatres, oui, on en a parlé, effectivement, hein, c'est difficile. Après, on n'est pas beaucoup. Et puis, malheureusement, les places, maintenant que c'est un DES de gériatrie, je ne sais pas si ça n'attire pas très bien juste après le début de l'internat. Mais effectivement, on ne remplit même pas tous nos postes d'interne à l'issue des ECN. Donc, effectivement, je ne sais pas comment rendre plus attractif la discipline, mais ça fait partie en tout cas des enjeux, hein, je pense, pour la médecine gériatrique de demain. Et puis, en revanche, on a toujours des accessibilités, je pense en particulier aux capacités qui ont été transformées en DIU depuis l'année dernière déjà, avec une formation disponible pour les médecins coordinateurs en EHPAD, hein, qui va vraiment intégrer l'ensemble des structures, les filières, les réseaux de soins, et puis la connaissance, des connaissances théoriques sur les médicaments, la polymédication, les enjeux éthiques et le reste, qui peut également, je pense, faire progresser en tout cas la discipline et partager les connaissances dans les résidents en EHPAD, au sein des résidents en EHPAD ou des médecins libéraux à domicile pour essayer de combler ce manque de médecins gériatres. Je pense que vous avez déjà pas mal répondu à beaucoup de questions. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à ce webinaire qui a été enregistré et du coup sera accessible en replay via notre chaîne YouTube. Vous retrouvez toutes nos informations sur notre site internet